Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. C'est un long combat pour la dignité et l'égalité, un combat contre l'injustice et les règles coutumières, le urf discriminatoire. Le combat des Soulaliettes, leur mouvement revendicatif est né en 2007. Je les ai rencontrés la même année, d'abord au Harb, dans les collectivités d'El Hdada et de Qasbat Mehdia, puis dans d'autres régions comme au Moyen Atlas. Et partout où j'allais, aux côtés de ces femmes, il y avait d'autres femmes qui n'étaient pas Soulaliettes, qui ne revendiquaient pas de terre, mais qui avaient le même combat, celui de l'équité, de la lutte contre la discrimination, celui de la bonne application des lois, celui aussi et surtout des changements des lois quand elles sont lacunaires, floues ou discriminatoires. Ces femmes, ces autres femmes, ce sont les militantes de l'ADFM, l'Association démocratique des femmes du Maroc. Le 14 ans ont passé, des avancées ont été réalisées, quelques acquis arrachés à force de lutte et de persévérance. Des lois ont été promulguées, notamment la loi 62-17, mais force est de constater que le chemin vers l'équité pour les Soulaliettes est encore long, puisque le décret d'application de cette loi a beaucoup déçu et remet en cause aujourd'hui le fruit de la lutte et du plaidoyer de plusieurs années. Pour dénoncer cette injustice qui continue, l'ADFM est de nouveau montée au créneau et lancer une nouvelle campagne de sensibilisation et de communication avec le slogan « Soulaliettes, une nouvelle loi, le combat continue ». Et pour nous parler de cette nouvelle campagne, cette nouvelle bataille, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Madame Rabia Nasseri, cofondatrice de l'ADFM, universitaire, chercheur en question du genre et des droits des femmes. Madame Nasseri, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Soumia, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors Madame Nasseri, vous soulignez dans votre nouvelle campagne lancée ce 9 décembre que plusieurs critères dans l'application de la loi 62-17 sont aujourd'hui problématiques. Où réside principalement le problème ? Oui, comme vous savez, je crois que nous avons beaucoup communiqué là-dessus. Il y a eu la loi 62-17, c'était pour nous et pour les Soulaliettes surtout, pour le mouvement des femmes Soulaliettes, un acquis parce qu'elles ont revendiqué la promulgation d'une loi depuis des années. Donc depuis pratiquement le début de leur mouvement, comme vous avez dit, en 2007, c'est ça. Et donc la promulgation de cette loi, l'adoption de cette loi a été reçue comme un acquis puisque dans son article 6, elle dispose que les femmes et les hommes des tribus ethniques soulaliettes peuvent se prévaloir de tous les droits donc, sur leur terre, etc. Donc pour nous, c'était parce que la loi dit les hommes et les femmes peuvent se prévaloir. Et puis l'article 9 dit que les femmes peuvent se représenter leur communauté. Nous, naïbets, au même titre que les hommes. Donc pour nous, c'est une loi. Et c'est une loi générale qui trace un cadre général, des principes. Bien évidemment, nous, on n'était pas très rassurés, donc on a fait un plaidoyer, parce qu'on sait comment les choses se passent, finissent par s'évaporer. Toutes les bonnes choses finissent par s'évaporer. Donc on a fait un plaidoyer auprès du Parlement, quand le projet de loi a été soumis au Parlement, pour demander que l'article 6 ajoutait un petit mot. Les hommes et les femmes des tribus ethniques soulaliettes peuvent se prévaloir. On a proposé, virgule, sur un pied d'égalité, virgule, avec les hommes soulaliettes. Mais ça n'a pas été accepté. Ce mot-là, alors qu'il existe il figure dans la Constitution, ben non, il a été rejeté. On n'a pas voulu, les parlementaires, ou le ministère de l'Intérieur, qui était le ministère qui a présenté le projet, n'ont pas voulu donc ajouter sur un pied d'égalité, alors que ce principe d'égalité figure dans la Constitution. Oui. On ne l'a pas inventé. Oui. Voilà, donc on n'était pas très rassurés par rapport à ça. On s'est dit, bon, et finalement, c'est ce qui s'est passé, et pire, puisque quelques mois après, même pas quelques semaines après, il y a eu le décret d'application de la loi 62-17. Et ce décret est réellement problématique, comme vous l'avez souligné, puisqu'il dispose que l'article 1er de ce décret compte parmi les critères pour bénéficier de la qualité de membre de la communauté ethnique, la résidence. Pour avoir l'âge de 18 ans, etc., ce qui est normal, la résidence. Or, le critère de résidence est réellement problématique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? On est Soulaliettes parce qu'on appartient à une tribu.
On n'est pas soulalié parce qu'on réside. Qu'est-ce que ça veut dire résider aujourd'hui dans un Maroc qui est en plein chamboulement? Les gens ne restent pas sur place, personne. Les Marocains bougent. Heureusement, il y a énormément de mobilité. Et les femmes sont plus mobiles que les hommes parce qu'elles se marient, parce qu'elles suivent. Parfois, elles sont juste sur le territoire d'une tribu à côté. Oui. Mais ce critère risquait d'exclure définitivement les femmes de la qualité de membres de la collectivité ethnique, Jma'a. Si elle ne figure pas sur les listes des membres, si elle n'a pas cette qualité de membre de la collectivité ethnique, elle ne peut prétendre à aucun droit. Plus rien. Et j'imagine qu'il y a un grand nombre, peut-être qu'elles sont la majorité, à ne pas résider. À ne pas résider. Elles ne résident pas, non seulement parce qu'elles sont pas, parfois elles sont mariées avec un homme qui habite à côté, ou parfois elles travaillent, elles sont parties travailler ailleurs. Enfin bref, les raisons sont multiples. Mais aussi parce qu'elles ne bénéficiaient pas de parcelles. Exactement. Elles ne pouvaient pas prétendre avoir un logement alors qu'elles n'avaient même pas de parcelles sur cette terre. Elles n'avaient pas le droit à la terre. Elles étaient contraintes, en fait, de quitter. Elles sont contraintes pour multiples raisons. Les hommes aussi, d'ailleurs, ce critère est injuste envers les hommes aussi. Beaucoup de membres de ces collectivités ethniques ne résident pas sur place, mais les femmes plus que les hommes. Et donc, finalement, on revient au point de départ. C'est-à-dire tout ce que la loi a donné d'une main, le décret d'application l'a repris de l'autre main. Justement, Madame Nasseri, je voulais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, ces 14 ans de lutte, et Dieu sait que vous avez lutté, vous avez mobilisé, vous avez communiqué, et que la cause des Soulaliettes a traversé les frontières du Maroc. Oui. Il y a bien sûr les femmes qui sont, vous les saluez, vous tenez à dire que ce n'est pas l'ADFM, que l'ADFM, que c'est elles aussi parce qu'elles ont beaucoup de courage, mais vous les avez vraiment portées dans leur combat. Ces 14 ans de lutte, est-ce qu'elles peuvent partir comme ça en fumée avec une circulaire transmise par le ministère de l'Intérieur au gouverneur et être plus forte qu'une loi et être plus forte que la Constitution? C'est un décret d'application. Un décret d'application. Oui, c'est un texte réglementaire qui relève, qui n'est pas un texte législatif, mais qui relève du gouvernement. Oui. Et donc, c'est pour ça que nous avons eu recours en 2021, janvier 2021, nous avons eu recours à un mécanisme qui est prévu par la Constitution, qui est la pétition citoyenne. Donc, on a introduit une pétition citoyenne pour demander auprès du chef de gouvernement, puisque c'est un décret qui relève de la primature, donc de la présidence du gouvernement. On a introduit une pétition citoyenne avec, je pense, plus que 5000 signatures. Ça a été très compliqué de Soulaliyin et Soulaliettes, mais les femmes étaient plus nombreuses que les hommes pour demander l'abrogation de ce critère de résidence. Tout simplement, il y avait une seule demande dans cette pétition. Après quelques mois, notre pétition a été acceptée sur la forme, mais après quelques mois, on a eu une réponse du chef de gouvernement. Vous savez, la réponse à laquelle on ne comprend rien. C'est-à-dire, au lieu de clarifier les choses sont devenues encore plus compliquées. On parle de se rendre régulièrement et considérer comme résident celui ou celle qui se rend régulièrement. Parfois, il dit d'une manière continue, parfois, il dit qui réside. Oui, mais justement. Ou alors qu'il y a une parcelle et qu'il exploite d'une manière directe. Ça veut dire dans tous les cas, les femmes sont exclues. Oui. Donc voilà, on se retrouve devant une situation pratiquement en retour au point de départ. À la case départ. Justement, cette affaire, ce dossier des Soulaliettes, dès le départ, on se réjouit. On dit 62-17, le problème est réglé, c'est médiatisé. Et il y a eu des avancées, certes, parce qu'il y a eu certaines choses, certaines réalisations. Avant de passer au problème, est-ce que vous pouvez, Madame Nasseri, nous parler des principales avancées? Il y a quelques femmes qui ont même bénéficié de parcelles de terre, ce qui est rare, parce que c'était des indemnisations. Et il y a autre chose, il y en a qui ont été élus en tant que naïbat. Quelles sont les choses dont vous êtes aujourd'hui, on ne va pas que faire de l'autoflagellation, le plus fier, parce qu'il y a eu beaucoup de travail depuis 2007. Oui, beaucoup de travail, vous avez raison de le souligner. Peut-être que parmi les choses dont je suis, moi, personnellement fière, c'est le mouvement des femmes Soulaliettes. C'est le mouvement lui-même. Comme je le dis souvent, quand elles sont arrivées, elles arrivaient une par une ou deux par deux.
et disait moi, mon problème, un soulalien, ma terre. Aujourd'hui, ce langage a disparu. Aujourd'hui, elle parle en nom de nous, les soulaliettes, nous, les femmes marocaines. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience collective et solidaire, disons, de leurs conditions. Non pas parce que c'est Fatna ou Aïcha, non ou Hedda, parce que ce sont des femmes rurales, pauvres, dans un Maroc où les femmes sont discriminées. Alors imaginez les complications. C'est des femmes souvent rurales, pauvres, rurales, majoritairement analphabètes, dans un pays comme le Maroc, où il y a encore énormément de violence et de discrimination à l'égard des femmes. Et aujourd'hui, elles ont pris conscience de cette situation. C'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte que ce n'est pas parce que c'est elle, ou parce que son frère ne veut pas lui donner, ou l'amha, ou son père, ou je ne sais pas quoi, mais c'est parce que c'est lié à la condition globale des femmes marocaines, notamment les plus pauvres. Oui. Les plus pauvres. Donc, ça, je pense que c'est un acquis. Bien évidemment, il y a eu d'autres acquis. Il y a les femmes, beaucoup de femmes, enfin, pas toutes, mais nombreuses femmes touchent, disons, sont indemnisées quand il y a une cession de la terre ou quand il y a, la terre est louée, etc., location, etc. Comme vous l'avez dit, elles ont même eu accès à des parcelles, certaines d'entre elles, à des parcelles quand elles peuvent y accéder, mais c'est un autre problème. Alors, le problème, justement, c'est très important de le dire, même quand elles ont un papier administratif qui leur est donné par l'État, par l'autorité, elles ne peuvent pas accéder parce que c'est difficile de changer les mentalités et que parfois elles sont violentées, menacées au sein de la tribu et que le problème c'est qu'elles ne sont pas protégées de l'autre côté par les autorités. Il y a eu des cas comme ça. Les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, c'est dramatique. C'est-à-dire que c'est des femmes qui ont pratiquement mis des années à avoir cette décision avec le soutien de la DFM. Et voilà que tout le monde fête, y compris nous, ici à Rabat et d'autres, tout le monde est heureux pour elle. Nous sommes toutes heureuses pour elle. Et une fois qu'elle a ce papier, c'est une décision du ministère de l'Intérieur, du ministère de tutelle. Une décision bonne et due forme, disons qu'une telle a un droit à l'exploitation. Ce n'est pas une propriété, mais à la jouissance d'une parcelle de terre collective. Le problème, c'est que quand elle va avec cette décision, le caïd ou je ne sais pas quoi, lui, il ne veut pas l'accompagner. Pourquoi? Il dit, maintenant vous avez une décision, allez cultiver votre terre, allez exploiter votre terre. Mais souvent, elle ne peut pas parce qu'elles sont agressées. Les femmes sont agressées ou par leur famille ou par la tribu, mais généralement par les familles. Les familles, les frères, les oncles, etc. leur jettent des pierres. Souvent, elles sont vieilles. Et donc, elles ont peur de s'y rendre. Donc, elles demandent aux autorités locales de les protéger, de les accompagner. Les autorités, souvent, ne veulent pas. Elles disent, ce n'est pas notre rôle de faire ça, allez-y, débrouillez-vous. Donc, franchement, on est dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Ce que les gens, peut-être, ceux qui connaissent le dossier le savent, mais d'autres ne le savent pas, c'est que ce problème, il ne concerne pas une petite catégorie. Parce qu'il concernerait, d'après des chiffres, approximativement 10 millions de Marocains qui cultivent des terres collectives et que la superficie totale de ces terres serait de 15 millions d'hectares, incluant des terres arables, d'irrigation, mais aussi des pâturages, surtout dans des parcours et des parcours. Donc c'est un vrai problème de discrimination économique. Alors on revient maintenant à là où nous en sommes aujourd'hui, en 2021, et à la Constitution de 2011, qui stipule dans son préambule et qui s'engage, le Royaume s'engage à bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, de l'handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit. Qu'est-ce qui empêche, à votre avis, ce problème d'être définitivement résolu 10 ans après l'adoption de la nouvelle Constitution, et pourquoi on a tout le temps, comme on le disait tout à l'heure, l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière? Est-ce que c'est les mentalités? Est-ce que c'est pas assez d'engagement du côté peut-être des autorités et des pouvoirs publics? On a une loi qu'on n'arrive pas à appliquer aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas parler de mentalité parce que lorsqu'il y a des lois, il faut les appliquer. On ne peut pas dire, c'est juste, toujours quand il s'agit des droits des femmes, on dit « Ah, les mentalités, ah, la culture ». Non, il ne s'agit pas de mentalité ni culture. Il y a des lois. Pourquoi est-ce qu'on promulgue des lois?
si ce n'est pas pour les appliquer. Donc il y a des lois qui sont promulguées, il faut les appliquer. Le problème, c'est que dès qu'il s'agit, c'est en fait le maillon faible. Dès qu'il s'agit des droits des femmes, surtout ces femmes-là qui sont qui ont peur souvent des autorités, des pouvoirs publics, des gendarmes, voilà. Oui. Donc on n'applique pas la loi et après on dit les mentalités. Mais en fait, moi je pense que la principale raison vient de manque de volonté. Manque de volonté. Il y a eu, disons, une collaboration qui était très positive de la part du ministère de l'Intérieur au départ du processus, mais après la promulgation de la loi, on a l'impression que les choses ne vont plus bouger. Pire, après ce décret, qui exclut pratiquement les femmes des terres, et exclut beaucoup d'hommes aussi, il y a eu une circulaire du ministère de l'Intérieur, si vous permettez une minute, parce qu'elle est très très significative. C'est la circulaire numéro 6303, de 2020 du ministère de l'Intérieur, qui est relative à la privatisation. C'est très important. C'est-à-dire que les gens qui disposent, qui ont le droit de jouissance de parcelles, peuvent prétendre à la privatisation, c'est-à-dire à avoir un titre foncier, la propriété privée de cette parcelle. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la circulaire du ministère de l'Intérieur? Elle dit que cette circulaire, que seuls les ayants droit des communautés ethniques résidents permanents, on revient aux critères de la résidence permanent. C'est-à-dire le chef de gouvernement dit « Ah oui, mais ils peuvent s'y rendre, s'ils s'y rendent régulièrement, d'une manière continue, ça, on peut les considérer comme résidents. Oui, » Ici, le ministère de l'Intérieur, il revient, il dit « Résident permanent, cultivateur, cultivateur. » En plus. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont cultivatrices? Elles n'avaient même pas accès à la terre. Comment elles peuvent être cultivatrices? Elles travaillaient, mais elles n'avaient pas le titre de cultivateur. Oui. Elles travaillaient la terre, mais elles n'avaient pas ce titre. Et ayant la pleine jouissance de parcelles communautaires dont la superficie ne doit pas être inférieure à 10 hectares. Seuls les gens, les soulaliers et les soulaliettes qui remplissent ces critères et ces conditions peuvent prétendre à la propriété privée de la terre. C'est-à-dire que ceux qui ne remplissent pas ces conditions ne seront pas propriétaires de la terre. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir ces terres? À qui ils vont être cédés? Ça, c'est une grande question. C'est-à-dire que non seulement on va chasser les femmes de ces terres, mais aussi pas mal d'hommes aussi, qui ne remplissent pas ces critères. Justement, quand on a commencé l'État à utiliser ces terres pour des projets, ce qui est une bonne chose, et que les gens ont été indemnisés, mais qu'il y a eu ce problème des sous-léliettes qui ont été restés sur la touche, il y a eu des drames sociaux incroyable. Il y a eu beaucoup de femmes qui se sont retrouvées du jour au lendemain à la rue ou amondiées. Et il n'y a pas, vous parlez de volonté, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous attendez toujours des chiffres, des statistiques. Depuis 2 ans, c'est important. Depuis 2 ou 3 ans, je crois que le ministère de l'Intérieur, d'après ce que nous avons appris, est en train de faire un recensement à la fois des terres sous la liette, c'est-à-dire des collectivités ethniques. Parce que jusqu'à maintenant, je crois que les choses ont tellement changé. Vous savez, il y a tellement de trafic des gens qui vendent les terres par Tanazoul alors que c'est interdit, etc. Oui. Et aussi, à la fois, des soulalines. Pas ceux qui exploitent la terre, parce que ça ne veut rien dire. Des membres des communautés ethniques soulalines. Ils font le recensement pour savoir quel est le nombre de ces communautés. Le recensement, je suis sûre qu'il a été fait, les 2 recensements, mais à ma connaissance, il n'est pas publié, il n'est pas public. On ne sait pas on connaît pas les chiffres exacts. À la fois des terrains de collectivités ethniques, des terres, parcours, bourg, surtout le bourg. L'irrigué, la situation est un peu différente parce que je crois qu'on connaît un peu mieux. Mais le bourg et parcours, on ne sait pas très bien. Et puis du nombre des membres des collectivités ethniques, on n'a aucune idée actuellement sur leur nombre, mais en tout cas, c'est des millions de personnes. Pour vous, Madame Nasseri, quelle est aujourd'hui la principale priorité? Quelle loi doit être changée pour essayer de régler ce problème, parce que ça se règle aussi avec la loi? Il y a eu ce décret qui pose problème. Pour vous, quelle est la priorité aujourd'hui? Je pense qu'il faut abroger les critères de la résidence de ce décret. Et la loi aussi 62-17, il faut ajouter ce terme à égalité, parce que ce n'est pas la jouissance des terres collectives, etc., ne relève pas de l'héritage. Je voulais juste faire une remarque.
à partir du terrain. On avait une réunion il y a 2 semaines et les femmes racontent, elles viennent témoigner, comme quoi on leur applique tantôt la loi 62-17 avec son décret d'application. Ah, vous n'habitez pas ici, vous n'avez pas de terre, donc on ne vous met pas sur les listes des ayants droit. Tantôt, on va leur appliquer le code de la famille, c'est-à-dire le droit successoral. Ah oui, d'accord, vous avez droit, mais on vous donne juste la moitié de la part vous avez droit à la moitié de la part des hommes. Or, ce n'est pas les terres collectives ne sont pas régies par le droit successoral, elles sont régies par la loi 62-17. Oui. Donc, selon ce qui arrange les hommes, la famille ou les autorités ou nous web ou je ne sais pas quoi, on applique, disons, des références juridiques qui sont différentes. Donc, les femmes sont perdues. Elles ne savent plus à quel sein se vouer. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de flou. Il y a des lois qui doivent être abrogées. Et il y a beaucoup de flou. Les femmes sont livrées à elles-mêmes. Une chose très importante, parce que les gens ont cru à un certain moment que le problème des soulaliyettes a été résolu. Il n'est pas encore résolu. C'est peut-être pour une minorité qui ont bénéficié. Oui. Il y a eu un mouvement et une dynamique très importante. Ça a été médiatisé. Et justement, cette campagne, pour finir sur ça, elle vient pour relancer le débat, pour éveiller encore. C'est encore une piqûre de rappel. Et vous comptez beaucoup sur cette campagne. Et je suis sûre que vous allez en faire d'autres. Elle sera déclinée où, Madame Nasseri? Sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Mais je pense que les femmes, le mouvement des femmes soulaliyettes sont décidées à continuer. Elles ne vont pas abandonner. Elles vont continuer. Elles sont prêtes à tout pour pouvoir avoir accès. C'est même pas une question d'accès à la terre, bien sûr, c'est important, mais c'est une question, comme le disent, de l'hagra. C'est-à-dire de voir que son frère qui a je ne sais pas combien d'hectares et tout ça, et elle qui n'a rien du tout, alors qu'elle a cultivé cette terre, elle a travaillé autant que son frère, etc. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à accepter. L'exclusion, l'injustice. Oui, le sentiment d'injustice, c'est quelque chose qui est très, très dur. Très, très dur. Et donc, ce que je voulais dire c'est juste qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement parle de l'État social. L'État social, ça commence par régler le problème de catégories de la population comme les femmes soulaliyettes. Commençons par ça, ça ne coûte rien. Commençons par ça. Promulguons des lois plus égalitaires, plus justes. Et veillons à ce qu'elles soient appliquées d'une manière juste et sensibiliser les nouab et les autorités locales. C'est des choses très simples, si vraiment il y avait la volonté politique pour le faire. Merci beaucoup, Madame Rabia Nasseri. Le message est passé. Elles ont gagné des batailles avec vous. Elles en ont perdu d'autres. Elles n'ont pas encore gagné la guerre, mais elles vont continuer. Merci, Madame Nasseri. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'ADFM, universitaire et chercheur en question du genre et des droits des femmes. Merci. Merci, Soumia. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.